Hello hello, nous sommes le mardi 24 juin et j'ouvre un nouveau chapitre, donc chapitre 4, et donc un nouveau vlog. Clap d'ouverture, j'ouvre un nouveau chapitre. Alors, je vous avais laissé la dernière fois avec une nouvelle lecture papier que je viens de commencer. C'est celle-ci, ça s'appelle Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux de Pauline Ferrari. J'en perds ma voix. Et c'est chez Pocket. Alors bon, je l'ai déjà pas mal postité, il n'est pas très très épais. C'est un essai, ou plus précisément une enquête, mais je vais vous lire la quatrième de couve. Alors que les revendications féministes intègrent la pensée collective, de plus en plus d'adolescents adhèrent aux idées masculinistes. De la pensée incel au mal alpha, Internet regorge de communautés réunies autour d'une même cause, combattre la souffrance des hommes face à la menace féministe. Loin d'être un phénomène uniquement nord-américain, cette violente haine des femmes s'exporte sur les réseaux sociaux, touchant un public toujours plus jeune. Afin de mettre en lumière les causes sous-jacentes de cette haine nouvelle et percer à jour leurs intentions, Pauline Ferrari a rencontré ces hommes. Elle a poussé son étude jusque dans les profondeurs du web. Formée à la haine des femmes, propose une analyse de la spirale idéologique masculiniste, un mouvement politique organisé et puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pauline Ferrari, elle est journaliste et j'ai eu l'occasion de l'écouter parler sur ce sujet, donc sur l'enquête qu'elle a fait sur les masculinistes, lors d'une conférence qu'elle a donnée. Je me rappelle plus quand, enfin ça fait quelques mois déjà, et je l'avais trouvée vraiment hyper intéressante. On sentait que son enquête était hyper bien menée, qu'elle avait vraiment bien travaillé son sujet. On sentait qu'il y avait beaucoup de recherches derrière, beaucoup de documentation, et qu'elle savait vraiment de quoi elle parlait. Et elle en parlait tellement bien, elle nous a tellement tous embarqués lors de cette conférence, et j'ai trouvé ça tellement passionnant que du coup j'ai acheté son livre. Alors c'est vrai que le sujet est un petit peu à la mode en ce moment, surtout qu'on a certains mascus des réseaux qui ont été entendus par l'Assemblée nationale, euh, avec plus ou moins de succès, parce que je crois que les comptes ont été fermés puis rouverts. Enfin bon, je sais pas trop pourquoi. Bref. Euh, du coup, dans cet essai, en fait, c'est rédigé un petit peu comme une enquête. Le point de départ, c'est que Pauline Ferrari, elle est journaliste. Et en plus de son travail de journaliste, elle va dans les écoles pour sensibiliser les enfants au harcèlement, aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, à force de passer dans les écoles, alors c'est vraiment des adolescents, genre 14 ans, et à force de passer dans les écoles, elle entend de plus en plus dans la bouche des jeunes garçons des discours un petit peu masculinistes. Et ça l'affecte beaucoup, ça la peine parce qu'elle est plutôt militante féministe. Et elle va commencer à investiguer sur le sujet. Donc elle va se créer un faux profil. Donc sur les réseaux, elle va créer le profil de Jules, qui est un jeune homme de 17 ans et qui vient d'avoir une rupture, et elle va observer un petit peu le contenu qui est proposé sur TikTok à Jules, 17 ans et qui vient de subir une rupture. Et elle va voir un petit peu tous ces contenus masculinistes, tous ces vidéos de conseils qu'il va pouvoir avoir, qui vont entrer dans son feed automatiquement quand on scrolle. Et elle va se nourrir de tout ça. Et donc, elle va procéder à une analyse, une enquête, euh, qui est donc ce livre-là. Moi, je le trouve très très intéressant. Bon, la preuve, hein, il est vraiment très très postité. Je le trouve vraiment hyper intéressant, donc hyper documenté. Ça, c'est sûr qu'elle sait de quoi elle parle. Il y a beaucoup beaucoup d'informations. Je ne sais pas si je vais arriver à pouvoir tout retenir, mais c'est intéressant de voir comment en fait un phénomène qui est parti un petit peu au début de forums de geeks ou d'incel, c'est les forums sur, comment ça s'appelle, jeuxvideo.com, où c'était vraiment un petit nombre et c'était vraiment fait en sous-marin. Et en fait, ces mascus, ils se sont un petit peu
ouvert à des choses un petit peu plus mainstream, à des plateformes plus mainstream type YouTube ou TikTok. Comment, sous couvert de conseils en drague, en développement personnel, et ben justement ils vont investir ces plateformes et dispenser leur discours masculiniste sous couvert de conseils en développement personnel. Et elle nous explique tout ça et c'est vraiment hyper intéressant. Une analyse vraiment très pointue. Moi, je vous le conseille vivement si le sujet vous intéresse. Je voulais vous donner une définition. Alors, selon les chercheurs en sciences sociales, Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry, le masculinisme est une des branches contemporaines de l'antiféminisme. Si l'antiféminisme peut être défini comme une idéologie qui s'oppose au féminisme et au changement que celui-ci pourrait apporter, le masculinisme est un mouvement social qui se constitue en Occident à partir des années 80, en 1980, pour défendre les droits des hommes dans une société qu'ils estiment désormais dominée par les femmes. En clair, le masculinisme ne se contente pas de s'opposer au féminisme, mais il défend la domination des hommes sur les femmes, en partant du principe que le féminisme, et plus largement les femmes, serait une menace pour la société contemporaine. Voilà, on est quand même sur des propos d'une certaine gravité. Alors apparemment, nous sommes un danger pour la société contemporaine. Et on est quand même sur de la grosse connerie. Bref, moi je vais continuer. J'en suis à la page 148. Et il en fait 247. Bon, il me reste plus qu'une centaine de pages, donc je pense que je le terminerai très bientôt. Mais en tout cas, le ressenti jusqu'ici est vraiment très positif. L'analyse est très bien faite. Moi, le sujet m'intéresse beaucoup. Parce que je trouve que c'est quand même un gros danger, ces mecs-là. On les connaît tous, hein, alors le père un petit peu c'est Andrew Tate, mais il y en avait avant. Plus récemment, je pense aussi à Alexis Chance. Voilà, donc c'est soi-disant coach mal alpha. Bon, en tout cas, vraiment les faits qu'elle cite, les faits, les paroles qu'elle cite dans son livre, c'est assez, je voulais dire à vomir, mais on va dire glaçant. Et je trouve que ça reflète bien cette réalité aujourd'hui de la présence de masculinistes sur les réseaux et du danger que cela peut représenter pour les femmes. Et on n'oublie pas de s'hydrater par cette chaleur parce que c'est très important. Alors, au niveau de ma lecture audio, je vous avais laissé avec celui-ci, donc Surface d'Olivier Norek. J'avance assez doucement, j'en suis à la page 130 sur... Il en fait presque 400. Sur 389. Alors, on est d'abord à Paris, on suit la capitaine Noémie Chastain. Elle doit mener une intervention très délicate auprès d'un trafiquant de drogue. Et en fait, lors de cette intervention, elle va être blessée grièvement au visage, à tel point qu'en fait, une partie de son visage est défigurée. Et donc, elle va à l'hôpital, elle se soigne. Et alors, c'est une femme, c'est vraiment une femme de terrain qui aime l'action, qui aime le danger. Alors ça se sent tout de suite. Et en fait, elle pensait retrouver son équipe et reprendre les rênes de son équipe et retrouver vraiment l'adrénaline du terrain. Sauf que sa hiérarchie a d'autres plans pour elle. Ils vont l'obliger à aller, pour la tester un petit peu, alors j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est près de Decazeville, dans l'Aveyron, je crois. Enfin, un commissariat paumé au milieu de nulle part. Donc elle y va. Et en fait, le but de sa présence là-bas, c'est de vérifier si la présence du commissariat
se justifie toujours parce que c'est un commissariat qui est sur le point de fermer. Donc s'il n'y a pas d'activité, effectivement, ils vont le fermer et c'est la gendarmerie qui va prendre le relais. Donc elle y va et elle constate qu'effectivement les affaires que les policiers sur place ont à traiter, c'est pas, enfin il se passe pas grand chose quoi, à part la petite mamie qui reste coincée dans l'ascenseur, bon ils sont pas d'une grosse utilité. Et donc elle commence à baisser un petit peu les bras jusqu'au jour où on découvre un cadavre qui flotte à la surface d'un lac, je crois. Euh, et une enquête va être menée et là, elle va retrouver à nouveau le terrain. Pour l'instant, j'en suis là, donc c'est vraiment au début. Je trouve que l'ambiance est tout de suite très prenante. Même si je l'écoute en audio, j'ai été immédiatement happée par ce récit et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. L'ambiance est quand même très sombre, très trouble. On sent qu'il y a beaucoup de secrets à démêler, que ce soit de la part de Noémie ou même des autres personnages, sans parler bien évidemment de l'énigme du corps qui flotte. Voilà, du coup pour l'instant j'aime beaucoup, donc je continue ma petite lecture audio et je vous fais un petit update au fur et à mesure de ma lecture. Sinon, au niveau de l'agenda cette semaine, ce soir, j'ai une soirée, un apéro polar avec les éditions Pocket. Donc, je vous emmène évidemment avec moi. Et demain soir, j'ai aussi un événement littéraire qui est organisé avec une maison d'édition que je ne connais pas, qui s'appelle les éditions Alary. Je vous en reparlerai aussi demain soir. Et voilà, mis à part ces 2 soirées, c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Donc je vous prendrai avec moi évidemment. Et puis voilà. Bon, du coup, je m'arrête ici pour cette vidéo et on se retrouve ce soir à l'apéro Pocket. Chacun d'entre eux, ce petit exercice que les auteurs adorent, on se graille, qui va être de pitcher brièvement vos livres. Et vu le regard de Jean Sébastien, je vais commencer par toi. Ouais, d'accord. Je suis débarrassé. J'ai combien d'heures? Alors, en 1 minute, c'est bien. Alors, on essaie. J'ai coutume de revendiquer que c'est western, moderne. On est de nos jours dans le massif des Alpes, en plein hiver, frontière italienne, côté français, dans un village très isolé, situé en zone blanche. Une tempête énorme est en train de se profiler et un marcheur avec son chien monte le col pour passer en Italie où il a l'habitude d'aller travailler chaque année. À cause de la tempête, il se rend compte qu'il ne pourra pas passer le col, donc il trouve refuge dans ce village, Tordino, qui est un cul-de-sac. Et c'est pas une bonne idée. Donc il arrive en village en fin de journée et alors que la nuit tombe, le garde champêtre découvre à l'entrée du village le corps de la fille du maire, Caroline, qui a été tuée et probablement violée. Et le lendemain, alors donc il y a une patrouille de gendarmes qui est dans le village, qui fait une patrouille de routine et qui s'apprête à redescendre et qui reste sur place à cause de la découverte du corps. Et pendant la nuit, une avalanche emporte le pont, le seul accès du village, et il se retrouve bloqué dans le village. Et au petit matin, et là c'est vraiment au tout début, une foule haineuse menée par le maire se saisit du marcheur, du voyageur, qui s'appelle Victor, parce qu'ils sont convaincus que c'est lui qui a tué la fille du maire, puisque dans ce village, dans ce hameau de 130 âmes, il s'agit d'un duel, mais pas comme dans le passé ou au Moyen-Âge. Il s'agit d'un duel uniquement par la voix entre 2 personnes qui a priori ne se sont jamais rencontrées. D'un côté, un
kidnappeur, je l'ai appris comme ça, la personnalité un peu spectaculaire, qui a réussi la prouesse de faire disparaître 2 cars scolaires avec 60 enfants à bord, des accompagnants, des chauffeurs, sans laisser aucune trace, sur une petite parcelle d'autoroute qui se situe entre la Bourgogne et la Savoie. Pas de son, pas d'image, rien sur les caméras de vidéosurveillance, sur l'autoroute, tous les téléphones, tous les appareils connectés sont suspendus au même moment. Et la police, l'armée sont mobilisés, ne trouve absolument aucun indice. Donc c'est le duel entre ce personnage et Talia Sorel, qui est une négociatrice de rêve, qui est bardée de diplôme en psychocriminologie, qui est entraînée à ce type de situation. Et on découvre assez vite que ce sont 2 experts en manipulation. Mais bien évidemment, pour les besoins de la cause, toutes les cartes ne sont pas sur la table dès le départ. Et j'ai 2 enquêteurs, un professeur d'histoire des civilisations et une détective privée, qui font équipe et ils ont pour mission de retrouver dans un livre ancestral qui aura été volé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 9e livre est le prolongement de mon premier roman qui s'appelait Araméen, la légende de l'empereur. Il y a la naissance de ce duo d'enquêteurs. Et donc le principe, c'est que voilà, on a cette action qui se passe de nos jours et nos 2 enquêteurs doivent se replonger dans une période de l'histoire pour arriver à dénouer l'énigme contemporaine. Donc ce que j'appelle la période de référence, dans le premier c'était le Premier Empire, Napoléon, et dans ce tome-là, Araméen, le 9e livre, la période de référence que vous voyez la croix gammée derrière, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de voyages à travers le monde, d'ésotérisme, d'énigmes, de sous-énigmes à découvrir pour pister ce livre et arriver à le découvrir. Et évidemment, les 2 enquêteurs vont être face à des équipes concurrentes pas très sympathiques. Hello hello, nous sommes mardi soir, je viens tout juste de rentrer de l'apéro polar organisé par les éditions Pocket. Normalement je vous aurais mis quelques images avant. C'était dans un café du 18e qui s'appelle Le Bal. C'est toujours des endroits assez sympas qui sont trouvés par les éditions Pocket. Donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'y aller. Ce soir il y avait 3 auteurs dans des styles complètement différents. Il y en avait un qui était plus axé nature, l'autre qui était plus axé historique et le troisième c'était vraiment police GIGN et c'était assez drôle parce que bien que les 3 auteurs qui étaient présentés ce soir soient différents, en fait il y avait une certaine synergie entre les 3. Ça matchait bien, ils se répondaient bien et on arrivait à trouver des axes communs aux 3 romans, bien que les sujets soient complètement différents. Du coup, je vais vous les montrer. On est reparti avec. Alors, donc celui qui est plutôt nature, c'est celui-là. Alors, ça s'appelle De neige et de vent de Sébastien Vidal. C'est le prix Landerneau 2024. Il est pas très épais. Il fait 283 pages. Alors, on va regarder la 4e de couve. Près de la frontière italienne, en zone blanche, le village de Tordinona est l'isolement incarné. En pleine tempête, quand s'effondre l'unique pont le reliant à la vallée, Marcus et Nadia, 2 gendarmes en patrouille, s'y trouvent pris au piège au moment où le corps d'une jeune femme est retrouvé. Violée, étranglée, il s'agit de la fille du maire. Oula. Dans cette petite communauté où tous se connaissent depuis des générations, le coupable semble tout désigner. L'étranger de passage, le vagabond. Loin du monde et de ses règles, la tempête s'empare aussi des âmes. Face à la soif de vengeance qui gronde, Marcus et Nadia parviendront-ils à faire respecter la loi et à défendre celui que tout s'accable? Ah, ça a l'air pas mal. Celui-là, il a l'air pas mal du tout.
Toujours s'hydrater, c'est très très important avec ces températures très élevées. Alors le deuxième livre qui nous a été présenté, c'est celui-ci. Alors, Aranea, le 9e livre de Alexandre Murat. Bon, celui-là il est plus historique. Avril 1939. Une expédition commanditée par Himmler se lance sur les traces d'un mystérieux livre au milieu des montagnes de l'Himalaya. Mars 2021. Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard, et Marie, à la tête d'une agence de sécurité privée, sont loin d'imaginer qu'ils vont devoir, contre leur volonté, mener la plus dangereuse de leur quête. Du monastère tibétain de Gyantse aux Invalides, en passant par l'Argentine, ils suivront les traces d'un livre qui n'a cessé d'obséder les puissants de ce monde. Un livre dont le pouvoir défie l'imagination. Ah, on voyage et c'est historique aussi un petit peu. Ok, Aranea, une espèce de divinité là sur la couverture. C'est marrant. Et le troisième qui nous a été présenté, c'est celui-ci. Ah, il est sélection prix Nouvelle Voix du Polar, pardon. Il s'agit de Duel de Franck Leduc. Il est un petit peu... il est assez épais. Je vous ai pas dit l'autre. L'autre, il a l'air... Ouais, il fait 350 pages à peu près. Et celui-ci en fait 400... Ouais, 400 pages en gros. Alors, cette disparition tient du prodige, de l'impossibilité pure et simple. Comment 2 quarts scolaires, 66 enfants en partance pour leur classe de neige, ont-ils pu se volatiliser de la sorte? Les parents, la presse, la France entière demandent à savoir. Le ravisseur n'en dit rien, évidemment, mais sa première requête étonne. Il ne parlera, dit-il, qu'à Talia Sorel, toute nouvelle recrue du raid. Commence alors, entre ce manipulateur hors pair et la jeune négociatrice, un bras de fer sous haute tension. Un duel où chaque mot, chaque souffle peut faire basculer le sort de ses enfants. Ah, ça a l'air pas mal aussi. Des quarts scolaires qui ont disparu. 2 quarts scolaires, 66 enfants ont disparu. Ah, ça a l'air pas mal ça aussi. Duel. Ah oui, duel peut-être entre le négociateur et celui qui enlève. Non, il a l'air... celui-là, il me dit bien. Il me dit bien. Bon ben voilà, ces 3 nouveaux livres qui s'ajoutent à ma palle. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser ici. Et je vous reprendrai plus tard. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin. Je suis en télétravail, je vous prends pendant ma pause déjeuner et je voulais vous faire un retour sur deux points. Tout d'abord, mercredi soir, j'ai été invitée par les éditions Alary pour rencontrer un auteur qui s'appelle Loris Chavanette et qui a écrit un livre qui sortira le 21 août. Donc son livre s'appelle Le concours de pêche. Voilà, donc on a pu rencontrer l'auteur, échanger avec lui en petit comité et c'était vraiment très intéressant. De toute façon, c'est toujours intéressant de parler avec des gens qui sont passionnés. Donc on a pu échanger avec l'auteur, avec la maison d'édition aussi, et il y avait d'autres blogueuses qui étaient invitées. Donc c'était vraiment une rencontre très très cool et très très sympa. Le livre est assez... bon, il a l'air épais, mais il est écrit plutôt large, donc ça va. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'en fait il y a des voisins qui viennent d'emménager, donc qui font des travaux, donc ça tape, ça perce, ça ponce, ça fait du bruit. J'espère que ma vidéo sera tout de même exploitable et que on m'entend et que je n'aurai pas à tout recommencer. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Quand je suis allée dans la salle de bain pour me passer de l'eau sur le visage, il y avait un drôle de type dans le miroir. Les cheveux avaient poussé, la barbe aussi. C'était bien moi pourtant. J'en étais donc arrivée là. Un amour perdu peut mener à ça.
une sorte de clandestinité vis-à-vis de soi-même. Là, devant la glace, j'ai pris conscience que quelque chose devait changer dans ma vie. Après avoir mis quelques affaires dans un sac, j'ai écrit sur une feuille qui traînait « Je vais voir la mer, là où est papa ». Conte humaniste mêlant l'humour au tragique, le concours de pêche révèle ce qu'il reste d'espoir quand on croit avoir tout perdu. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui connaît une rupture difficile. Je crois qu'il a des problèmes dans son boulot aussi. Et il décide, pour se reconstruire et pour se retrouver, de tout plaquer et de partir au bord de la mer, à Sète, plus exactement. Et il va y avoir une histoire avec la pêche. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près compris du pitch. Donc, celui-ci sortira le 21 août 2025. Ensuite, je voulais vous faire un retour sur une lecture que j'ai terminée. Il s'agit de Former à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux de Pauline Ferrari chez Pocket. Je vous l'avais déjà présenté un petit peu avant. Il s'agit d'une enquête qui a été menée par une journaliste qui s'appelle donc Pauline Ferrari sur la présence des masculinistes sur les réseaux sociaux. Et je crois que le nombre de post-it, et encore je me suis retenue parce que parfois j'en avais pas sous la main, parfois j'étais dans les transports donc je pouvais pas post-iter, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. J'ai tout simplement adoré cet essai, il était vraiment très très bien fait, très documenté, très précis, très pointu. C'est vraiment une étude très très complète. Alors comme c'est une étude très complète, il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas si j'arriverai à tout retenir, mais en tout cas, je le trouve vraiment très très intéressant parce que c'est un thème qui est hyper d'actualité. Et dans cette étude, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a un point de départ. Pourquoi est-ce qu'elle est amenée à faire cette enquête? Ensuite, on a l'enquête en elle-même où c'est vraiment un travail de documentation et d'analyse. Et ensuite, on a une troisième partie où elle essaye de trouver un petit peu des clés pour nous permettre de trouver des solutions. Alors ça peut être le fait d'exprimer un petit peu plus ses sentiments, ça peut se jouer en amont sur l'éducation, ça peut être le fait de voir un psy, la communication. Donc voilà, il y a plusieurs clés qui nous sont proposées pour essayer de nous en sortir parce que on a un petit peu du mal à sortir des masculinistes. Vraiment, si vous vous intéressez au sujet, ces livres, cette enquête, c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas si on peut dire si c'est un coup de cœur parce que le sujet ne l'est pas vraiment, mais en tout cas, on va dire ça. On va dire quand même que c'est un coup de cœur pour l'analyse et pour le travail qui a été fait. C'était vraiment génial. Du coup, qui dit fin de lecture, dit nouvelle lecture. C'est L'écriture est une île de Lorraine Fouché. Alors, je vous lis la 4e de couve. En recevant cette invitation à animer un atelier d'écriture sur l'île bretonne de Groix, Alix hésite. Bien que romancière elle-même, elle ne se sent pas légitime à enseigner quoi que ce soit. Mais après tout, rien ici ne la retient, et Alix se jette à l'eau. Elle n'est pas la seule. Ils sont 6 à rejoindre l'atelier sur l'île. 6 hommes et femmes de 20 à 86 ans, avec leurs peurs, leurs histoires, leurs secrets. Les mots leur viendront-ils? Au fil des séances et des exercices imaginés par Alix, l'écriture devient leur île, leur groupe, un atoll. Quelques jours pour trouver sa voie parmi celles des autres et ensemble écrire un nouveau chapitre. Alors Lorraine Fouché, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques temps lors d'une rencontre organisée par les éditions Pocket. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc c'est un livre édité chez Pocket et il fait, on va dire 262 pages sans la postface. Voilà, donc vraiment pas très épais. Je reprends donc. J'ai eu la chance de rencontrer Lorraine Fouché lors d'une rencontre organisée par les éditions Pocket. Je n'avais jamais lu Lorraine Fouché auparavant, c'est son premier roman
que je lis. Et Lorraine Fouché, elle était médecin auparavant et depuis elle est devenue autrice. Et c'est vraiment une femme très lumineuse, qu'on sent très généreuse, elle est très avenante. Elle a pris du temps vraiment pour discuter avec chacune d'entre nous. Elle nous a posé des questions sur nous, sur notre vie, sur notre rapport à la lecture. Donc c'est vraiment une femme adorable. Et, et j'étais très contente de commencer son livre pour la première fois. D'ailleurs, regardez la dédicace qu'elle m'a faite. Il y a des dessins un peu partout, de la couleur. Je pense que c'est un peu à son image. C'est assez pétillant et c'est plein comme un petit feu d'artifice. Je pense qu'elle est un petit peu... je pense qu'elle est un peu comme ça. Donc voilà, j'étais contente de commencer son roman. Son roman est d'ailleurs sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc il fait partie de la sélection. Moi j'en suis à la page 110 pour le moment, donc j'en suis à peu près au tiers, presque à la moitié. Je peux pas en dire grand chose pour le moment, l'intrigue se met doucement en place, donc pour le moment voilà, j'aime bien. Donc on va suivre Alix qui est autrice et qui décide d'animer un atelier d'écriture sur l'île de Groix en Bretagne. Et on a plusieurs profils qui vont venir assister à cet atelier avec des âges différents. Je crois qu'on n'a que 2 femmes et 3 ou 4 hommes, je ne sais plus. Ah oui, ils sont 6, donc il y a 2 femmes et donc 4 hommes. Et elle va essayer donc de les provoquer avec des petits exercices d'écriture et en fait on sent que à travers chaque histoire qu'ils racontent, en fait ils font des exercices, ils racontent une histoire et à chaque histoire qu'ils racontent, on sent qu'ils livrent un petit peu d'eux-mêmes et on sent que chacun d'entre eux porte des secrets, chacun vient à l'atelier avec un passé, avec un bagage, avec des secrets qu'ils ont envie de dévoiler et ils vont le faire grâce à l'écriture qui est un petit peu une thérapie, j'imagine, et qui va les aider à exorciser un petit peu les problématiques qu'il y a derrière les lourds secrets que chacun porte. Et peut-être qu'à la fin, je sais pas, hein, mais peut-être qu'à la fin, chacun va pouvoir se défaire d'un bagage un petit peu trop lourd. Voilà. Je vais essayer de le terminer ce week-end. J'aimerais bien le terminer dimanche au plus tard. Ce week-end, je ne suis pas à Paris, je vais à Lille. Je vais baptiser ma petite filleule. Donc je suis très très contente. Enfin, je vais baptiser, c'est pas moi qui vais la baptiser, c'est le prêtre, mais comme je suis la marraine, donc je serai présente à son baptême. Donc je suis très très contente. J'aurai le temps de lire dans le train, mais je pense que ce sera tout pour le week-end. J'essaierai de vous reprendre dimanche soir quand je rentre pour clôturer ce vlog et pour faire le petit update donc de l'écriture est une île. Au niveau de ma lecture audio, je suis toujours dans... Pourquoi j'agite ça comme ça? Je suis toujours dans Surface d'Olivier Norek. J'ai bien avancé. Là, j'en suis à la page 263 sur 380. Pour l'instant, j'aime bien. L'intrigue est assez prenante. Donc, j'avance doucement, toujours pour le moment. Je sais pas, alors je pense pas que je le terminerai ce week-end, mais je pense que ça va pas tarder. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Et bien, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello hello, nous sommes le dimanche 29 juin et je viens pour clôturer ce vlog. Alors j'ai passé le week-end à Lille parce que c'était le baptême de ma filleule. C'était très très chouette, j'ai vraiment passé un super moment. Très contente d'être marraine d'une petite princesse, ça me fait
Ça me fait très très plaisir. Bon, assez parlé de ma vie. J'ai lu un petit peu dans le train parce que je suis allée à Lille en train et j'ai terminé ma lecture. L'écriture est une île, donc de Lorraine Fouché chez Pocket. Sans que je vous ai déjà parlé de l'histoire, donc c'est l'histoire de Alix qui est autrice et qui anime un atelier d'écriture sur l'île de Groix. Et différentes personnalités vont donc venir à cet atelier. Et en fait, c'est un atelier qui dure une semaine. Et sur cette semaine, en fait, grâce aux exercices que va donner Alix, des exercices d'écriture, chacun va se dévoiler petit à petit et peu à peu, on va connaître un petit peu la vie, les secrets et les histoires personnelles des uns et des autres, des protagonistes et des participants de l'atelier. C'était vraiment une lecture très agréable, très ensoleillée. Elle respire bon la Bretagne, les crêpes, les jolis paysages. Les exercices d'écriture qui sont donnés dans l'atelier m'ont, j'avoue, un peu donné envie d'écrire moi aussi. Je pense que je vais essayer de les refaire et de les réutiliser pour moi personnellement. Et je trouve que c'est un livre qui donne vachement envie d'écrire. Je trouve que Lorraine Fouché, elle a réveillé, je pense, en chacun de ses lecteurs, l'écrivain qui sommeille en lui. Et comme elle le dit à la fin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées, peut-être même toutes les histoires ont été déjà racontées, mais elles n'ont pas été racontées à ta façon, à ma façon, à sa façon, à la façon du voisin. Chacun a une histoire personnelle, chacun a une vision personnelle, chacun a une façon personnelle de raconter une histoire. Et ça, c'est inédit. En somme, j'ai passé un bon moment. On n'est pas sur un coup de cœur, c'était une lecture plaisante, une lecture qui fait du bien. Parfois, j'ai eu un peu de mal à comprendre toutes les histoires, mais voilà, c'était une lecture qui n'était pas désagréable. Et puis voilà. Il y a un passage qui est très très émouvant, je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est en fait au début du livre. Alors, voilà. C'est la petite dédicace qu'elle met au début. À vous, lectrices et lecteurs, qui rendez mon rêve possible en lisant mes histoires de papier. Quand j'étais médecin d'urgence, je voulais sauver tout le monde. Désormais, je réanime ou je tue qui je veux. Ce ne sont pas de vrais humains, juste des songes. Office que je n'ai pas eu à 20 ans. Et ça, quand on connaît l'histoire et la fin de cette histoire, ça fait quand même une petite émotion. Alors, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et ma nouvelle lecture, la voici. Il s'agit du restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est chez J'ai lu. C'est pas très épais et en plus c'est écrit assez gros. Donc je pense qu'il va pas me durer très très longtemps. C'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et qui me tente beaucoup. Moi j'aime bien la littérature japonaise, mais ça je vous en reparlerai dans le prochain chapitre. Il ne me reste plus qu'à clôturer ce vlog, ce nouveau chapitre. J'espère que vous avez pris plaisir à le regarder. J'espère que ça vous a donné de nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà lu un des livres que j'ai présentés ou si vous avez envie de les lire. Je suis toujours ravie de discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.